Vas-y. Allô? Bonjour. Ouais. Ah, bonjour Olivier. Ça Oui. va? Oui, ça va très bien. Je Bon, suis Olivier super. de la RDC. Oui. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce que tu avais comme question en Oui. attendant? Et ce que je ne sais pas si vous me captez bien, parce que moi, je ne Oui. capte pas encore très bien. On entend très bien. Oui, oui. Ma préoccupation était au niveau des relations entre l'homme et la faune. Quand on fait des surveillances, des suivis écologiques comme ça, est-ce que on peut, en intégrant des questionnaires d'enquête, est-ce qu'on peut dire que ça peut aider à faire mieux des suivis écologiques des animaux? Merci. Ben, ta question est un peu vague, mais je comprends. Oui, bien sûr. Tout va dépendre des espèces, mais effectivement, il y a un certain nombre d'espèces on ne suit ou qu'on ne détecte finalement que au travers des activités humaines. Parce que ce sont ces humains qui ont leurs activités dans le parc autour qui vont mentionner la présence de l'animal. Alors, par exemple, dans les forêts européennes, on suit essentiellement les populations de cerfs, non pas en comptant les cervidés, hein, les chevreuils, les cerfs, etc. Non pas en les comptant directement parce que ce serait compliqué et coûteux, mais en suivant les dégâts qu'ils font donc aux arbres. OK. Donc, puisqu'ils se grattent, ils se frottent, ils font des dégâts. Et dans ce cas-là, le suivi, en fait, est fait indirectement par les forestiers, dont ce n'est pas le boulot, hein, ce n'est pas leur travail. Leur travail, c'est de gérer la forêt. Mais évidemment, ils sont en position de noter les dégâts faits par les cervidés sur les arbres. Et donc, ils remplissent, comme tu dis, des questionnaires régulièrement qui permettent de mesurer tout simplement l'augmentation ou la diminution du nombre de dégâts et donc d'en déduire l'augmentation ou la diminution des cervidés. Donc après, il y a plein d'exemples comme ça. Ça ne se rapporterait pas à toutes les espèces. Si tu veux faire le suivi des oryctéropes, la nuit, qui sont jamais vus par les villageois, même s'ils habitent à côté, ça servira à rien. Mais un certain nombre d'espèces ou d'interactions, les migrations, etc., un questionnaire d'enquête remis à la population, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit les communautés ou des visiteurs d'un parc, beaucoup de suivi, pour rebondir sur ta question, mais beaucoup de suivi aujourd'hui dans les parcs un peu connectés se font via les visiteurs, les touristes, qui ont la possibilité de renseigner enfin de partager leurs informations grâce à leur téléphone portable et grâce aux applications qui ont été spécifiquement développées. Donc, ça joue le rôle de questionnaire, c'est la même chose, hein. Qu'est-ce que vous avez vu? Où est-ce que vous l'avez vu? Qu'est-ce qui se passait? Etc. Et les gens renseignent et au lieu d'avoir finalement que les agents des parcs qui suivent les animaux, on peut avoir des milliers, voire des millions de visiteurs quand on est comme dans le parc du Kruger, où il y a jusqu'à 1 million de visiteurs par an. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, bien, merci. J'ai bien capté quelque chose. Merci. D'accord, merci bien. OK. Alors, est-ce qu'on a Eunice, peut-être? Oui, Bonjour, Eunice. excusez, bonjour monsieur, bonjour madame. En Bonjour. fait, je suis peut-être en retard sur vous parce que actuellement je suis en stage, donc j'ai pas trop le temps de suivre les cours. C'est lorsque j'ai un temps libre que j'arrive à suivre, donc je suis peut-être en retard sur vous. Non, mais tu sais, la beauté des MOOC comme ça, c'est que tu peux le faire à ton rythme et n'importe quand. Donc, personne n'est en avance, personne n'est en retard. L'important, c'est que tu arrives à t'organiser, si Mhm. possible, si c'est ton objectif, pour Oui. finir. Donc, pour mémoire, la session finit, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, Madeleine me corrigera, mais le 15 décembre. Non, le 12 Le décembre. 11, le Le 11, 12 le 11 11, décembre. décembre. voilà, Le le 11 à 11. minuit, le Donc, 11 soir. voilà, donc tu as jusqu'au 11 décembre Mhm. pour tout faire. Donc, tranquillement, un petit peu chaque semaine, chaque jour, tu peux y arriver. Et éventuellement, si possible, enfin, si c'est ton souhait, passer aussi Oui, les c'est mon examens. souhait.
Maintenant, c'était pas par rapport au cours, mais par rapport à la session. Oui. Je me suis inscrite sur 2 MOOC, valorisation des aires protégées. Et puis un autre, mais là, je ne pourrais pas le suivre parce que je n'ai pas encore fini celui-là. Celui-là, il m'intéresse plus que l'autre. Voilà. Mais celui-là, je ne l'ai pas encore fini. Donc, je ne sais pas. Si jamais je finis ce MOOC-là et que je veux passer l'examen final, et que j'arrive, parce que d'après ce que j'aurais appris, c'est lorsque on arrive à réussir à 75% des examens qu'on a l'attestation, si je peux dire ça comme ça. Donc, si je comprends bien, c'est pour chaque MOOC qu'on a souscrit qu'on aurait une attestation. Si on a réussi à 75% de 2 MOOC auxquels on a souscrit, on pourra avoir 2 attestations, c'est ça? Oui. Chaque cours. Chaque fois que tu vas finir un cours et que tu auras passé tous les examens suffisamment bien pour avoir 75% de réussite à l'ensemble des examens. Donc, tu peux avoir un examen qui marche moins bien et puis un autre qui marche à 90%. L'important, c'est la moyenne finale. Il doit être d'au moins 75%. Si tu obtiens ça, au cours de à la fin du cours, tu obtiens l'attestation. Si tu en fais 2, tu obtiens 2 attestations. Si tu en fais 6, tu obtiens 6 attestations, et ainsi de suite. Donc, ce qui est important pour toi, si tu penses que tu n'as pas trop de temps, c'est de finir le premier cours et puis de recommencer en janvier la prochaine session. Ah, il y aura une prochaine session, on va lancer une autre session. Oui, il y a toujours des prochaines sessions. Ah, j'ai cru que c'était la dernière session. Il ne faut pas nous enterrer trop vite, hein, Eunice. J'ai cru que c'était la dernière session. Voilà pourquoi j'ai eu peur. Je me suis dit que je n'allais pas pouvoir terminer. Donc, j'étais un peu découragée en gros. Non, il n'y a pas de souci. Finis déjà un. Il y a des étudiants qui en font 2 ou 3 en parallèle parce qu'ils ont le temps. Mais si tu n'as pas le temps, il ne faut pas faire plus que ce qu'on peut. Finis-en un et regarde si tu as le temps du deuxième. Et sinon, en janvier, tu reprends ou tu démarres un autre MOOC, etc. etc. C'est ouvert, c'est tranquille. Chacun peut le faire à son rythme. Vous avez tous des contraintes différentes. Et c'est pour ça que on a mis ça en place et que c'est adapté en fait, pour que chacun puisse trouver son rythme. Voilà. Donc, en gros, chaque année, il y a des sessions qui sont ouvertes. Il y a des sessions qui sont ouvertes chaque année entre janvier, juin et septembre-décembre. Alors, par contre, les examens varient d'une session à l'autre. Donc, si tu finis pas le MOOC entre septembre et décembre et que tu recommences en janvier le même MOOC, il faudra repasser tous les examens. Mais les cours sont globalement les mêmes. Il faut de temps en temps, on met à jour et on va le faire en 2023. Donc, on met à jour certaines choses. Par exemple, dans le MOOC Gap, actuellement, on est toujours, et c'est logique, sur les objectifs d'Aichi. Mais le mois prochain, la conférence des parties de la CBD se tiendra à Montréal, peu importe, et va définir de nouveaux objectifs qui vont remplacer les objectifs d'Aichi. Et donc, il faudra qu'on mette à jour cette séquence. Voilà. Mais à part ça, c'est les mêmes cours d'une session à l'autre. OK. Et Emmanuel est arrivé? Plus ou moins. Il est dans le brouillard. Oui, bonjour. Je suis là. Bonjour Geoffroy, bonjour tout le monde. Bonjour. Salut Emmanuel. Bah, écoute, merci. On avait commencé un petit peu parce qu'il y avait des problèmes de lien. C'est un peu ma faute d'ailleurs, parce que j'ai diffusé un mauvais lien. Mais enfin bon, peu importe. Voilà, donc on a un certain nombre de participants, une trentaine, un peu plus, actuellement. Et puis, on a commencé les discussions qui portent ou qui ne portent pas sur le suivi écologique d'ailleurs, c'est pas très grave. Très bien, Voilà. Alors, on voit qu'il y a du brouillard à Ouaga. Je ne sais pas si tu es à Ouaga ou à Koudougou, mais en tout cas, tu es dans le brouillard. Je suis à Ouaga. C'est pas grave. C'est pas grave. On t'entend bien, mais on te voit flou. Oh là là. Ok. Alors, est-ce que parmi les mains levées, par contre, une fois qu'on a répondu à votre question, si vous avez la main levée, c'est bien de l'enlever. Olivier, par exemple. Comme ça, on voit à peu près ce qui se passe.
On avait Godefroy qui a levé la main il y a un moment. Oui. Bon, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Ouais. 5 sur 5. D'accord. En fait, moi, c'est Godefroy Kambale de la République démocratique du Congo. Je vis à Goma, en province du Nord Kivu. Et je ne sais pas si la communauté internationale se penche sur ce qui se passe par rapport au parc national de Virunga. Le parc national de Virunga, qui est en province du Nord Kivu. C'est plus un réservoir de l'activisme des groupes armés, mais aussi des armées étrangères qui viennent au motif qu'ils viennent poursuivre leurs ennemis. Et souvent, ça se transforme en champ de bataille. Et tout cela, c'est en défaveur des animaux qu'on protège là-bas, mais aussi des espaces, parce que quand il y a le langage des armes, vous comprenez que c'est la faune et la flore qui en payent le prix. Voilà, donc aujourd'hui, je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine de parler d'un parc national, et pourtant un patrimoine de l'humanité. Voilà, je ne sais pas ce que la communauté internationale pense par rapport à ça. Merci beaucoup pour la question. Oui. Bien. Ben, merci Godefroy. Je ne pense pas que ça soit très relatif au suivi écologique, Emmanuel, mais pour très vite répondre à Godefroy, le Virunga, évidemment, c'est très important. Comme tu l'as dit, c'est un patrimoine mondial. C'est certainement l'un des plus importants des parcs africains hein, en termes de biodiversité. Donc, j'espère que la communauté internationale s'en préoccupe. Alors, je ne sais pas d'où vient le. Solo Foiri, il va falloir mettre le micro off parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Alors, merci. Donc, en fait, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à la place de la communauté internationale parce que moi, je ne sais pas ce que c'est que la communauté internationale. Mais je vois bien qu'il y a des problèmes au Virunga, qu'il y a des problèmes actuellement avec le M23, qu'il y a des problèmes avec le Rwanda. Enfin, on voit tout ça, on voit tous les nouvelles et on est tous désespérés pour cette zone. Je ne sais pas quoi dire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les Virunga, ça reste un parc national qui traverse une crise qui n'est pas d'aujourd'hui, hein, mais enfin qui est une crise importante. Et on espère tous juste qu'il y aura un jour une issue. En tout cas, il ne faut certainement pas attendre que la communauté internationale, comme tu dis, s'en occupe, puisqu'on n'arrive pas à savoir qui c'est. Mais j'espère que tôt ou tard, la RDC, le Rwanda et puis les rebelles arriveront à s'entendre pour que ce territoire ne soit plus une zone armée, mais on pourrait élargir l'exemple des Virunga à plein d'autres endroits, malheureusement, y compris en Afrique de l'Ouest maintenant, où l'insécurité, même au Burkina, où habite Emmanuel, est devenue quand même pratiquement la règle et crée évidemment des problèmes dans tous les parcs. Donc voilà, je suis désolé, je n'ai pas vraiment de réponse à ça. En tout cas, sache que les Virunga, ça nous intéresse et on y accorde énormément d'intérêt au sens que c'est un haut lieu de biodiversité. Et encore une fois, à mon avis, un des top 3 hein, en Afrique. Donc, on ne peut pas le laisser disparaître. Mais que faire face à ces problèmes que tu soulèves? Malheureusement, ce n'est pas nous qui pouvons ici les régler. Emmanuel, je ne sais pas si tu as des commentaires sur ce sujet brûlant qui vous concerne aussi en Afrique de l'Ouest. Bonjour, je peux avoir encore le sujet. J'étais coupé une seconde en temps là, j'ai pas suivi. Non, mais on parlait de l'impact de l'insécurité sur le parc des Virunga et donc oui. de ce que pourrait faire la communauté internationale. Bon, je ne sais pas trop, mais du fait qu'effectivement, c'est un parc qui est malmené par différents mouvements internes à l'RDC et aussi externes, il ne faut pas se mentir.
Et voilà. Bon, et je faisais un peu le parallèle avec l'Afrique de l'Ouest, avec les parcs au Burkina. On a au Burkina presque et toutes les aires protégées aujourd'hui sont sous l'effet justement de l'insécurité. Et bon, au niveau international, au niveau de la communauté, on a l'UEMOA, la CEDEAO qui s'active avec les États. C'est vraiment beaucoup d'aires protégées au niveau de la sous-région. Quand tu prends le Mali, le Burkina, le Niger, le Bénin, le Togo, dans leur partie nord et même dans une certaine mesure, voilà, les aires au nord du Ghana, de la Côte d'Ivoire. Bon, donc, je crois qu'à travers un certain nombre d'actions, l'UEMOA, la CEDEAO et l'UICN même, parce que très récemment, nous avons bouclé une étude de mise en commun d'un certain nombre de textes qui régissent un peu les aires protégées. Bon, ils essaient d'harmoniser un peu les actions. Bon, moi, techniquement, je ne sais pas trop qu'est-ce que je peux dire en plus, mais bon, c'est un peu laissé aux États et puis leurs partenaires. Mais clairement, ça impacte sur les aires protégées au point que, bon, plusieurs aires protégées aujourd'hui sont abandonnées. On n'a pas trop d'informations sur leur statut, ce qui se passe. On essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les personnes ressources au niveau local là-bas qui peuvent faire remonter un certain nombre d'informations. Mais ça reste là. Vraiment, voilà ce que je peux dire sur la question qui est un peu globale au niveau sous-régionalisme. Merci. Merci Emmanuel. Oui, c'est un vrai sujet, mais bon, évidemment, on n'a pas vraiment de réponse. Si quelqu'un avait la réponse, d'ailleurs, je pense qu'on la mettrait en œuvre. Ça dépasse le cadre des simples aires protégées, évidemment. Peut-être on peut demander à Mahamadou Iliassou qui lève la main. Mahamadou. Ou alors Joseph. Oui, bonjour. Mahamadou est arrivé. Ouais. Je crois qu'on ne t'entend pas. Oui, bonjour. Non, non, ça là. Oui, bonjour. Est-ce que tu as une question, Mahamadou? Ou une remarque ou un commentaire? Une question qui est relative à la sécurité. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je ne sais pas si c'est la connexion, mais je vous entends très mal. Est-ce que vous m'entendez? Peut-être que c'est la connexion. Ma question est relative par rapport à la sécurité. Comme depuis un certain temps, je ne sais pas comment dirais-je, le parc national de réserve W est pratiquement dans la main des terroristes. Donc, je ne pense pas si vraiment nos espèces, comment dirais-je, nos espèces qui sont réservées là-bas, qui déjà c'est une parc vraiment qui représente un patrimoine culturel et aussi des valeurs qui sont regroupées là-bas et aussi qui est pratiquement dans la main des terroristes. Donc, vraiment, j'aimerais savoir votre proposition par rapport à ça, parce que vraiment, ce n'est plus protégé maintenant, parce que la parc est pratiquement dans la main des terroristes. Donc, ça nous inquiète pratiquement ici au Niger. Donc, c'était ça la question. Ok. Bon, on a un peu parlé de sécurité juste avant avec le précédent intervenant.
Je ne sais pas, Emmanuel, toi, tu as plus de détails sur le W, ou les W, puisqu'on parle du W du Niger, là. Bon, pas vraiment au-delà de ce que j'ai pu dire tout de suite parce que, bon, le W... En fait, Allô, ça va, vous m'entendez? Le W est sous le coup, effectivement, de l'insécurité aujourd'hui avec un certain nombre d'attaques qui ont pu être enregistrées là-bas, autant sur le côté du Niger que le côté du Burkina et même au Bénin. Bon, qu'est-ce qui est fait du côté du Bénin et selon certaines... je crois qu'il y a quelque chose qui est fait là-bas, mais du côté du Niger aussi, peut-être. Bon, il y a un service minimum qui est probablement sur le terrain dont je n'ai pas la certitude, mais je sais que du côté du Burkina aussi, c'est pratiquement un parc qui n'est pas géré comme on l'aurait souhaité ou comme c'était fait par le passé. C'est un gros problème. Le phénomène de l'insécurité, et ça a quasiment arrêté toutes les activités, autant de suivi écologique, recherche, gestion, donc véritablement, il faut suffisamment d'actions, surtout de sécurité de ces aires-là, pour qu'on puisse voilà, les remettre encore dans leur état. Et voilà un peu ce que je peux dire. Il faut vraiment plus d'actions de protection et de sécurité avec tous les acteurs. Merci. Merci, Emmanuel. Bon, c'est des sujets sur lesquels nous, on ne peut pas... c'est pas qu'on n'est pas intéressé par la sécurité, mais enfin, vous comprenez bien qu'au travers de ce chat et en ligne, on ne peut pas répondre directement à ce type de situation, qui d'ailleurs, en plus, est très différent d'un pays à l'autre. Et ce qui se passe dans les Virunga n'a rien à voir avec ce qui se passe dans les W, bien que au final, ce soit l'insécurité qui soit le lien entre les deux situations, mais pas du tout, ni historiquement, ni d'un point de vue des acteurs en cause, etc. Donc, peut-être on va passer à une question. Il y avait Madame Nier qui avait levé la main depuis un moment. Si elle nous entend, oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Voilà. En fait, ma question, c'était, j'avais une question concernant les activités autorisées aux alentours des réserves partielles. Par exemple, la réserve partielle des faune du Sahel. Je vois que l'UICN a fait une étude là-dessus en 2011. On avait répertorié les menaces contre cette réserve-là. Maintenant, depuis votre étude, il y a des sociétés minières qui se sont intéressées. Et donc, j'aimerais documenter les impacts environnementaux de ces sociétés-là, de l'activité de ces sociétés-là. Je ne sais pas si vous avez mené des études là-dessus, si vous pourriez m'orienter dans mes recherches. Merci. Attends, je n'ai pas compris de quelle zone tu parles. C'est la réserve de faune du Sahel. La réserve silvopastorale du Sahel. Donc, au Burkina, tu veux dire? Oui, c'est ça. D'accord. Oui. Et donc, cette réserve de faune qui couvre un très grand territoire, d'ailleurs au nord du Burkina, tu dis qu'il y a des activités comme des activités minières qui se sont implantées. Oui. OK. Moi, je ne peux pas répondre précisément parce que je ne suis pas au Burkina et Emmanuel pourra peut-être en dire plus. Juste de façon générale, parce que tu disais ce que l'UICN propose. Dans une aire protégée… Oui, vas-y. C'est pas En fait, je suis tombée sur une étude réalisée par l'UICN en 2011 où vous aviez répertorié l'orpaillage comme une menace. Alors, il se trouve que au moment où vous publiez l'étude, c'était concomitamment une société minière s'installait, industrielle. Ouais. Donc là, on a dépassé le cap de l'orpaillage. Je voudrais savoir si depuis vous avez commandité d'autres études ou bien si vous avez documenté l'impact de cette société sur l'environnement. D'accord, ok, je comprends. Oui, alors on a fait une étude en 2011, effectivement, sur
sur les relations entre mines et conservation. Après, on a eu beaucoup de travail jusqu'en 2014-2015 avec des sociétés minières de formation, enfin d'information et de formation. Bon, depuis, on ne le fait plus trop parce qu'on est passé sur d'autres sujets, mais il y a des acteurs qui continuent à le faire. Alors, donc, pour répondre à ta question, non, on n'a pas fait le suivi de ce qui est passé de l'orpaillage traditionnel à de l'industrie minière. On n'a pas fait ça. Pour ce qui est de la réserve de faune du Sahel, c'est un peu problématique parce qu'en vérité, même si ça s'appelle une réserve de faune du Sahel, l'ensemble du nord du Burkina, en fait, est compris dans cette réserve qui n'est pas une aire protégée au sens de l'UICN. C'est effectivement un territoire qu'on appelle comme ça, dans lequel il pourrait y avoir des zones qui seraient des aires protégées, mais la réserve de faune du Sahel qui couvre tout un tas de villages, la Mardourcy, tout ce qu'on veut, Marcoy, etc., qui intègre tout un tas de territoires occupés par les humains, ce n'est pas en fait une aire protégée au sens de l'UICN. Et donc, du coup, ce qui s'y passe, et notamment les mines d'or et Sakane ou tout ce qu'on veut, ben, ça échappe en fait à notre sujet parce que c'est des territoires en fait qui ne sont pas pour moi des territoires protégés. Mais voilà, pour répondre à ta question, non, on n'a pas fait de suivi au-delà des premières études qu'on avait faites. Voilà, et maintenant, ça serait encore plus difficile aujourd'hui puisque avec les conditions de sécurité dans cette zone, personne ne pourrait globalement aller s'y promener, j'imagine. Je ne sais pas, Emmanuel, si tu as des infos sur le suivi de ces sociétés minières, et je pense qu'on parle essentiellement des Sakane dans la zone. Non, non, véritablement pas, parce que, comme vous l'avez dit, hein, cette réserve-là, c'est une réserve qui du reste, est fortement anthropisée. C'est une réserve, disons, agro-silvo-pastorale, c'est-à-dire que autant on a le souci de la conservation là-bas, autant on a aussi l'implantation des populations, les activités humaines et autres. Donc, bon, je n'ai pas aussi, au-delà de ce qui est déjà fait là-bas, actuellement, on n'a véritablement pas d'informations. Je sais que les activités minières continuent et ces sociétés minières-là sécurisent un peu leur périmètre pour pouvoir réaliser leurs activités. Mais en termes de conservation, au-delà de leur périmètre, bon, je ne suis pas suffisamment informé sur ça. Merci. D'accord, pas de problème. Voilà, donc ce n'était pas très précis comme réponse, ni de la part d'Emmanuel ni de moi, mais en fait, on n'en sait pas plus aujourd'hui. Hein. Voilà, peut-être, alors je ne sais pas, il y a une liste. Alpha Mamoudou Baldé, du Sénégal, sans doute. Alpha? Oui, bonjour, mon verre, comment vas-tu? Ça va très bien. Oui, ça va très bien. Toi, ça va? Oui. Oui, alors, est-ce que tu as... aussi, éco-garde au compte d'une institution appelée WCF en Guinée, dans la région administrative de l'Abbé. Je suis dans un parc appelé le parc national de Moyen-Bafin, là où nous sommes en train de gérer une limite administrative au compte de ce projet. Maintenant, dans ces 2 dernières années, là où on a un grand fleuve là-bas, appelé le fleuve Bafin, appelé le Bafin, qui est là à... Ok, excusez-moi, je vais mettre les écouteurs, j'ai des écouteurs. Je veux le mettre rapidement pour réactiver le son. Ah, mais ça marche, nous on t'entend. Hein. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Donc, on a un fleuve là-bas appelé le Bafin, déjà qui est l'un des plus grands potentiels de la protection de ce parc national. Donc, dans les 2 dernières années, il y avait les pions, des pions ou bien des points de données sur l'installation d'un barrage international.
donc qui est venu soi-disant qu'ils peuvent faire un projet, ils vont construire beaucoup de routes pour la population. Donc nous, ça nous commence à nous créer maintenant des problèmes par rapport à la protection. Et la population récipiendaire maintenant veut que vraiment ce projet pour la création de ces barrages soit en place et que nous sommes là en train de les empêcher dans le but de protéger la biodiversité, la faune, la flore. Et donc, ça nous a créé des problèmes jusqu'à ce qu'il y ait une réticence de la population envers la protection de cet environnement. Qu'est-ce que nous autres membres, parce que nous sommes de la population, on nous a recrutés, c'est pour appuyer le projet que la population accepte. Que dans le parc, la population, la faune et la flore, ils vivent ensemble. Parce qu'on nous a dit que c'est un essai pour la première fois de laisser la population dans un parc avec la faune. Donc, comment nous autres récipients, parce que nous faisons partie de la proposition enfin d'accepter ou vouloir bénéficier de ces projets de visionnement de courant. Qu'est-ce que nous autres nous pouvons faire? Parce que c'est fait qu'il y a eu un peu de cas qui se sont répertoriés dans le monde et il y a eu des difficultés dans le cadre de la protection. Qu'est-ce que nous autres on peut faire pour appuyer enfin qu'il y ait toujours des solutions pour la biodiversité dans notre localité? Merci. Bon, la connexion n'est pas très bonne, mais on a compris ta question. Donc, je peux essayer de commencer à répondre et peut-être Emmanuel complétera. On est encore un peu en dehors ou même beaucoup en dehors du suivi écologique, mais ça ne fait rien. C'est des questions qui touchent toutes les aires protégées. Hein. Ce n'est pas propre aux moyens BAFIN. Donc là, la question qui nous est posée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour associer des intérêts qui peuvent sembler divergents et qui sont ceux d'un groupe, alors là, en l'occurrence, la communauté locale, et ceux d'un autre groupe, en l'occurrence, les conservateurs de ce moyen BAFIN. Mais cette question-là, on peut l'élargir à tout ou pratiquement tous les parcs de la planète. Il y a toujours des intérêts divergents sur les aires protégées. Il y a toujours des gens qui voudraient utiliser les ressources différemment. C'est normal et ce n'est pas propre aux aires protégées. Hein. Si vous avez un terrain de foot à côté de chez vous et que vous aimez jouer au foot, il y aura quelqu'un qui voudra y mettre une maison, et si possible sa maison, et remplacer le terrain de foot par son jardin et sa maison. Donc, il y a toujours des intérêts divergents, ça, ce n'est pas le problème. Donc, avec le parc du moyen BAFIN, qui produit de la conservation et de la diversité biologique, eh bien, d'autres utilisateurs souhaiteraient en faire un barrage, souhaiteraient en faire une autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, ben, chaque cas est particulier, chaque cas nécessite de trouver une solution locale. Mais cette solution, elle passe obligatoirement par la compréhension de chacun des acteurs, des besoins, des attentes de l'autre. Alors, c'était la discussion qu'on avait lors du dernier chat avec Paul Ndiaye, puisqu'on parlait de gouvernance. Là, on est vraiment dans la gouvernance. Quoi qu'il arrive, il faut au moins que les acteurs comprennent ce qu'eux-mêmes veulent et ce que l'autre acteur veut aussi et peut donner. Et à partir de là, essayer de trouver une solution et de la construire. Parfois, il n'y a pas de solution, il ne faut pas se mentir. On ne peut pas avoir… Soit il y a un barrage, soit il y a une forêt. Si le barrage noie la forêt, il n'y a plus de forêt. Donc, si les conservateurs veulent protéger la forêt, il ne faut pas qu'il y ait le barrage. Et si on veut absolument qu'il y ait le barrage parce qu'il va donner de l'eau, il va donner de l'électricité, eh ben, il n'y aura plus la forêt. Donc, il y a beaucoup de cas de figure où il n'y a évidemment pas de compromis possible. Mais au moins, il faut que les partenaires comprennent se parlent, expliquent et à la fin se disent bah oui, voilà, on s'est bien compris, mais on ne peut pas être d'accord. Mais au moins, ça évite tout un tas de frustrations qui naissent de la non-communication. Et puis, dans les meilleurs des cas, on trouve des solutions communes. C'est rare sur des grosses infrastructures comme des routes, des barrages. Si on veut créer un aéroport au milieu d'un parc ou une mine, ça peut évidemment détruire le parc. Mais sur la plupart des sujets,
on peut trouver des solutions, etc. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Alpha, il y a quand même beaucoup de parcs sur la planète. La grande majorité des parcs sont des parcs où il y a des activités humaines, où il y a des interactions entre la nature et l'homme, et ça se fait de façon, j'allais dire, placide, de façon non conflictuelle. C'est pas nécessairement le parc contre les hommes, le parc contre le développement, la conservation contre le développement. C'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que les deux vont ensemble, aussi loin qu'ils peuvent aller ensemble. Et puis parfois, c'est pas possible. Et dans ce cas-là, effectivement, il faut faire un choix. Mais dans, je dirais, 95% des cas, la conservation n'est pas un frein au développement. Elle est juste un outil pour aménager ce développement de façon à ce qu'il soit le moins possible un problème pour l'avenir et pour conserver les ressources dans l'avenir. Bon, j'ai dit des généralités. Je ne sais pas, Emmanuel, si tu veux compléter peut-être avec des exemples chez vous. Merci, Geoffroy. Je pense que l'explication donnée ici est suffisamment claire. On est ici dans un cadre de gouvernance qui interpelle un peu les premières autorités à s'investir en fonction des priorités, en fonction des orientations de développement au niveau de la localité. Donc, clairement, ça suscite beaucoup plus de convergence d'idées, d'échanges, afin qu'une bonne décision qui soit partagée par tous les acteurs puisse être prise. Voilà un peu, ça rejoint exactement ce que Geoffroy a dit. Merci. Oui. Merci bien. OK. Merci beaucoup. Merci, je suis vraiment sur le bon chemin. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, Alpha, pour la question. Et bonne continuation des cours si tu suis un donc. Pape Sarr, cette fois-ci, il doit être du Sénégal quand même, Pape Sarr, s'il nous entend. Oui, je vous entends fort bien. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je voudrais avant tout d'abord de souhaiter bonne fête de Toussaint à toute la communauté chrétienne. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais ici au Sénégal, en tout cas, c'est un jour de foi. Tous nos parents chrétiens, aujourd'hui, c'est leur fête. En tout cas, on souhaite bonne fête et qu'on souhaite que vraiment tous les vœux soient exaucés. Alors, ceci étant, bon, je vais un peu parler du cas du Sénégal que je connais. Peut-être que je n'ai pas eu la chance de faire beaucoup de pays par rapport au suivi écologique. En tout cas, au Sénégal que je connais, j'ai travaillé dans les AMP, comme j'ai l'habitude de le dire. On fait ce qu'on appelle le suivi écologique, le suivi, parce qu'ici au Sénégal, surtout pratiquement dans les AMP, dans chaque saison, on procède à ce qu'on appelle le suivi bioécologique des espèces. Par exemple, la saison froide, saison chaude, chaude, ces inter-saisons-là. Donc, en tout cas, dans chaque AMP, ces 4 saisons avant la COVID étaient scrupuleusement respectées. Bon, peut-être la COVID a un peu bouleversé pour voir un peu, on faisait ces activités pour voir un peu comment se tenait la ressource, quel est l'état de santé de la ressource. En tout cas, c'est des activités qui nous ont valu beaucoup de satisfaction en termes de biodiversité pour savoir quel est l'état de la ressource, comme je l'ai dit tantôt. Mais aujourd'hui, je voulais beaucoup plus m'appesantir sur un cas qui est vraiment alarmant au Sénégal, surtout vers Joal, la consommation des tortues marines. En tout cas, jusqu'à présent, c'est des espèces qui sont consommées par la population de la zone. Non seulement cette espèce est braconnée par
par les pêcheurs, mais également elle est fortement consommée par des populations. Et des populations même qui sont proches même de l'aire marine protégée. Alors, donc, sur ce, quelles sont les recommandations? Bon, en fait, je sais que l'administration des AMP, l'administration des pêches, hein, aussi bien le code de la pêche que la réglementation liée à la conservation des AMP interdit systématiquement la consommation des espèces. Mais à ce que je sache, jusqu'à présent, l'espèce est fortement consommée. Alors, je voulais un peu attirer l'attention sur le sujet. Bon, peut-être vous donner l'information. Bon, je sais que vous en connaissez peut-être, parce que bon, il y a certaines espèces qui sont jusqu'à présent consommées et qui sont menacées d'extinction. Alors, vraiment, c'était la seule préoccupation que j'avais. Encore une fois, je vous remercie et souhaiter à tout le monde une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci, Pape. Alors, bon, c'est plus un témoignage qu'une question. Donc, alors, Joal Fadioud, c'est pas une aire protégée, même s'il y a quelques aires protégées dans le coin, mais l'ensemble de la côte et du Sine Saloum et de toute cette partie du Sénégal, c'est pas une zone protégée. Donc, effectivement, là, c'est plus la gestion d'espèces. Après, comment empêcher ça? Il faut de la surveillance, il faut de l'éducation des populations, il faut beaucoup de sensibilisation sans doute, hein, pour que les gens prennent conscience que la ressource elle-même est menacée. Et donc, c'est leur intérêt quand même de la conserver pour l'avenir, parce que sinon, elle va juste disparaître, même si elle est protégée et qu'elle n'est pas censée être consommée. Mais en même temps, on le voit avec la pêche en général, hein, et notamment au Sénégal, où il y a énormément de bateaux de pêche, énormément de méthodes de pêche, y compris industrielles et autres, et où finalement la ressource, devant tout le monde, disparaît à vitesse très importante et que ça ne suscite pas de réaction à la hauteur de l'enjeu. Et l'enjeu, c'est de nourrir toute la population de la côte du Sénégal, c'est-à-dire la plus grande majorité du pays. Voilà. Donc, alors, ce que tu soulèves, la récolte des œufs de tortues ou des tortues elles-mêmes, bon, c'est un peu comme ça sur toutes les côtes, hein, et c'est un vrai problème. Alors, pas partout, heureusement, mais dans beaucoup d'endroits, c'est un vrai problème avec l'accroissement de la population, l'accroissement des besoins, l'accroissement de la présence de la population sur les littoraux. Il y a de moins en moins d'espace pour ces espèces qui ont absolument besoin, évidemment, d'un espace de tranquillité. Alors, il ne reste plus pratiquement que les aires protégées. Et même dans les aires protégées, très souvent, la surveillance n'est pas assez bien faite, ou pas assez ferme, ou alors il y a des dérives, de la corruption, etc., qui font que ces tortues sont mal protégées. Et c'est un vrai problème parce que, évidemment, ce sont des espèces qui sont étroitement dépendantes. Une fois qu'elles sont en mer, elles risquent toujours les filets et autres, mais enfin, elles se débrouillent pas mal. Mais le peu de temps qu'elles passent sur la terre, les met complètement à la merci des humains, malheureusement, et ça suffit à plonger les effectifs de la plupart des espèces quasiment dans l'extinction. Pas toutes, hein, il ne faut pas non plus dramatiser. Il y a un certain nombre d'espèces qui ont la chance de pouvoir se reproduire sur des îles ou sur des côtes où elles ne sont pas trop ennuyées, mais celles qui malheureusement dépendent de territoires où il y a beaucoup d'activités humaines, eh ben, quasiment elles sont en train de disparaître. Bon, c'est un peu un sujet loin du Burkina. Emmanuel, je ne sais pas si tu as des infos ou des comparaisons avec d'autres espèces. Non, pas vraiment. Je pense que là aussi, on est dans un cas de gestion, de gouvernance. C'est encore par la sensibilisation qu'on pourrait améliorer un peu le statut. Parce que là, si les gens consomment ces tortues, il faut beaucoup plus d'actions, hein, dans le sens de sensibilisation, de sorte à ce qu'ils puissent comprendre l'intérêt de la conservation de ces tortues
et qu'on trouve pour elles des sources, parce que là c'est une source de protéines, peut-être des sources alternatives voilà, de protéines. Il faut peut-être des actions pour encourager certaines, peut-être même l'élevage voilà, d'autres sources de protéines pour ces gens-là. Donc, c'est vraiment encore là une question de gestion. Mais là encore, dans l'approche, ce qui est souvent, ce qui est efficace, c'est de partir même du souhait de ces populations-là. Qu'est-ce que réellement elles voudront comme alternative? Et puis, bon, ensemble, on essaie de voir ce qu'on peut développer comme initiative qui puisse soulager un tant soit peu la récolte ou le prélèvement de ces tortues-là. Mais je sais qu'au Sénégal, beaucoup d'actions sont faites dans ce sens. Il s'agit de voir qu'est-ce qui est sur les autres côtes, comment ça a pu se faire et comment on peut répliquer ou reproduire ces initiatives-là dans ces localités qui continuent encore de souffrir de ces questions-là. Merci. Voilà ce que je peux Merci dire. Emmanuel. Et d'ailleurs, le suivi écologique prend toute sa place, hein, parce que pour pouvoir dire qu'une population diminue ou augmente, parfois ça arrive quand même, il y a des points positifs. Et évidemment, il faut avoir mis en place un protocole rigoureux de suivi, etc. Ce qui, comme tu le disais, Pape, saison après saison, va nécessiter de mettre en place. Donc, ça ne peut pas se faire sur un mois, ça se fait sur plusieurs années. Et mettre en place un suivi rigoureux de ces espèces, du nombre de pontes, du nombre d'œufs, du nombre de petits nés, du nombre de petits qui atteignent la mer, si elles se reproduisent, du nombre de pêches, etc. Sur plusieurs années, c'est l'élément qui permettra de prendre des décisions ensuite, d'engager les discussions, etc. Parce qu'avant de dire la population diminue, il faut déjà pouvoir le démontrer, ou bien elle augmente, il faut aussi pouvoir le démontrer, etc. D'où l'importance du suivi éco, dont on n'a pas trop parlé, mais il est bien là, il est bien au cœur du suivi en préalable aux discussions. Est-ce qu'on peut demander à Gounou, qui a levé la main il y a un moment? Gounou Saka. Si Gounou est avec nous. Oui, bonjour. Bonjour. Vous me recevez? Oui. Vous me recevez? Oui, oui, oui. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être dans l'équipe et de participer pour la première fois. J'ai suivi avec attention aussi les préoccupations des collègues. Je suis au Bénin, je suis précisément au nord du Bénin, à Parapou. Je suis agroforestier, environnementaliste de formation. Voilà. Je travaillé à développer des systèmes de gouvernance locale pour la protection des ressources naturelles. Et les questions de suivi écologique aussi m'ont beaucoup intéressé, d'où ma participation. OK. Bon, si peut-être je peux apporter une touche particulière. Au Bénin, il y a des actions qui ont été quand même des initiatives dans ce sens liées à la gouvernance locale qui permet un tant soit peu de réduire un peu la pression des populations. Je ne citerai que deux exemples. Ce qui a été fait d'abord dans la zone sud, notamment dans les zones en bordure de la zone maritime en bordure de mer. Pas déjà une décision de mettre un espace marin protégé. Ça, c'est une décision de l'État. Mais également, il y a des ONG qui, à travers des codes locaux, arrivent à mettre l'ensemble des populations dans des dispositifs qui leur permettent d'avoir des suivis, d'avoir des surveillances et de s'impliquer. Je sais, le cas le plus simple, c'est les périodes de ponte, par exemple, sont à la fois accompagnées par un suivi avec des agents des eaux et forêts, avec des policiers et également les populations locales qui veillent à ce que les pontes se fassent normalement, sans des prélèvements des populations.
Et parallèlement, il y a des activités génétiques de revenus qui sont développées et des types d'élevage, notamment l'élevage de la côticulture, pour compenser les pertes en protéines des populations. Donc ça, c'est des initiatives qui ont été mises en place dans la zone sud du Bénin. Par contre, au nord, moi, j'ai travaillé personnellement avec la GIZ à mettre le code local à travers les conventions locales pour la protection des parcs à karité. Ça, c'est des initiatives au plan local avec la participation des mairies, et des eaux et forêts, des agents du développement rural, des agents de l'environnement. Donc, l'ensemble des acteurs se réunissent et mettent en place des codes pour protéger, par exemple, des unités d'aménagement qui sont liées à des parcs à karité, des zones où des peuplements de karité sont regroupés, où ces zones-là sont déclarées des zones de parc et protégées à travers le code local par les populations. Ça, c'est des initiatives que moi-même j'ai accompagnées depuis près de 5 ans avec la GIZ. Donc, voilà un peu ici au Bénin des initiatives que nous avons appuyées et accompagnées pour permettre un tant soit peu la réduction, la pression des populations sur certaines ressources que je partage avec vous. Et comme je vous le disais, j'ai participé ici personnellement parce que la question du suivi écologique des peuplements de karité pour moi est un élément capital, que je travaille sur ça. Donc, c'est ça qui m'a permis, qui m'a amené à un peu suivre et à participer. Et j'essaie de gérer avec mon temps très, très coincé, mais c'est avec satisfaction que je suis là pour, même si parfois je me suis absent. Et voilà, je n'ai pas de préoccupation particulière, je suis un peu les préoccupations des autres qui m'enrichissent et qui me permet d'avoir les éléments dont j'ai besoin. Voilà, un peu mon partage d'expérience et aussi mes préoccupations. Merci Gounou, c'était très intéressant et c'était des réponses plus précises que ce que nous avons dit avec Emmanuel à PAP et à ses préoccupations. Chaque pays développe avec ses moyens, avec son expertise, etc. Mais en ce qui concerne les tortues marines, c'est quand même très développé, beaucoup en Amérique latine, beaucoup dans l'océan Indien. Donc, il y a des expériences à aller chercher en ligne et pourquoi pas au Bénin, sur la côte, avec des ONG comme Nature Tropicale, etc. Exactement. Tous ces gens qui travaillent déjà et bien sur ces problématiques. Je propose qu'on est presque au bout. Il y avait Claire qui avait levé la main et Idrissa aussi. Donc, je propose qu'on cible ces deux intervenants. D'abord, Claire. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Bonjour. Bonjour. Ouais. Alors, moi, j'avais une question, je ne sais pas trop comment la formuler. Je voulais revenir sur les biais donc dans le suivi écologique. Moi, j'ai toujours du mal un petit peu à comprendre. Bon, je sais bien qu'il faut les étudier avant. Essayer de les limiter, lorsqu'il y en a, essayer qu'ils restent un petit peu constants d'un recensement à un autre. Bon, cela dit, moi j'ai l'impression qu'il y en a toujours partout des biais. Donc je ne sais pas trop comment quand des fois je récupère des études où rien n'est marqué, j'ai l'impression que je ne peux rien interpréter parce que je vois des biais partout. Donc en fait, je ne sais pas trop comment... voilà, je ne sais pas comment appréhender ces limites, ces biais dès le début. En fait, je ne sais pas comment. Moi, ça me gêne en fait dans tous les suivis. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ne sont pas notés? Est-ce que s'ils ne sont pas notés, comment on fait? S'il y en a eu avant et puis qu'on ne sait pas. Voilà. Moi, pratiquement dans toute interprétation, ça me gêne. J'ai l'impression qu'il y en a partout. D'accord. Ce qui doit être le cas. Hein. Je vais laisser répondre Emmanuel, parce que là, on est dans le suivi éco. Je ne sais pas s'il nous entend. Est-ce qu'il parle à quelqu'un d'autre? Emmanuel? Merci bien, Geoffroy. Je pense que c'est une question très intéressante en matière de suivi écologique, effectivement, parce que tout l'exercice ici de planification de la méthode, d'identification de la méthode, là, repose sur
hein, l'exercice ici, c'est de réduire les biais au finish. Et donc, clairement, il faut qu'on ait ce souci-là tout le long, hein, du processus. Et les premières questions qu'on se pose pour expliquer ou bien pour suivre un certain paramètre ou une variable, je prends par exemple la pluviométrie ou alors l'exemple. Et comment faire pour que les mesures que je vais réaliser sur le terrain, parce que ici l'indicateur c'est la mesure, comment on dit ça, c'est la quantité de pluie tombée journalièrement, par exemple. Et comment faire pour avoir cette mesure de sorte à ce que je n'introduise pas des biais dans les données que je vais collecter. Donc, c'est toute la réflexion et c'est tout l'exercice ici. Bon, il me faudra être précis dans le temps, par exemple. Hein, si j'ai décidé que je vais collecter l'information à 12h00, il faut que je fasse l'effort pour être là à 12h00. Si j'ai un certain nombre de sites où je ne peux pas être là personnellement pour collecter les données et que je devrais utiliser des techniciens de terrain, et il faut que je les forme, hein, de sorte à ce qu'ils soient en train de collecter les informations exactement de la même manière. Et si je dois le faire d'une saison à une autre, et comment faire pour que j'intègre les éventuelles erreurs de mesures que je pourrais. Voilà un peu, je prends aussi l'exemple je veux suivre par exemple, avoir des informations sur la densité de la population dans une aire protégée. Et c'est ça l'indicateur que je veux, hein, et je décide que bon, je vais réaliser, hein, une approche, voilà, je vais réaliser un inventaire total ou bien je vais réaliser un inventaire, un échantillonnage. Et si c'est un échantillonnage, l'exercice devient encore plus complexe parce qu'il faut ici que les unités d'échantillon que je décide de mettre sur le terrain n'introduisent pas les biais. Il faut qu'ils respectent un peu les hypothèses statistiques, ou du moins toute la démarche statistique, les lois et principes qui sont imposés en la matière. Donc vraiment, c'est juste pour donner un peu quelques... Mais il faut fixer les biais, de sorte à ce que si on est en train de commettre une erreur, que l'erreur ne soit pas en train d'être commise différemment, hein, selon les échantillons ou les répliques, hein, qui sont faites d'une année à l'autre, ou d'un site à l'autre, ou d'une unité d'échantillon, d'un transect, d'un quadrat, de ceci. Donc, qu'il n'y ait pas de différence entre les unités. Voilà un peu comment on peut fixer les biais et minimiser un peu les erreurs dans l'estimation. Merci. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question et on peut toujours échanger là-dessus. Merci. Oui, oui, non, je vous remercie. Après, d'où l'intérêt finalement d'avoir toujours récupéré le protocole en fait et tout ce qui est défini avant, parce que exactement, exactement. D'accord, ouais. Alors après, comme tu l'as dit, Claire, il y a toujours des biais. Ça, quoi qu'on fasse, et comme le dit Emmanuel, il faut les intégrer à l'étude, s'assurer au moins que quand il y a un biais, il est toujours le même, il est toujours répété, parce que quelque part, un biais, ce n'est pas dramatique. Je veux dire, un observateur remplaçant un autre observateur, chacun de nous a sa propre perception. Donc, si c'est toujours le même observateur, on n'a au moins pas un biais d'observateur, si on garde toujours le même si il observe mal, au moins il observe mal tout le temps, etc. etc. Mais ce qui compte à la fin, c'est quand même la crédibilité des résultats. Et voilà, bon, les protocoles sont mis en place avec beaucoup de rigueur ou pas. Comme tu l'as dit, il y en a qui ne sont pas rigoureux, donc du coup, on ne publie pas, on ne dit pas, on n'explique pas. Dans ce cas-là, il faut s'en méfier. Et puis, à côté de ça, il y a des études qui, lorsqu'on se prend le temps d'aller chercher dans le protocole, démontrent une grande fiabilité. Ils n'ont pas éliminé 100% des biais, mais ils les ont
énumérés, maîtrisés autant que possible, compris pour ceux qui ne pouvaient pas maîtriser, et ça donne une certaine, voire une grande fiabilité au résultat avec tous les à peu près qu'il y a, les écart-types, etc. Enfin, c'est fait pour ça d'ailleurs, hein, les statistiques. Donc, je pense que voilà, il ne faut pas être complètement affolé quand on voit des résultats alors qu'on se dit bah, il doit y avoir beaucoup de biais, parce qu'en fait, si les recherches sont bien faites, une grande partie de ces biais sont maîtrisés. Mais il y a aussi, et en particulier aujourd'hui où n'importe qui publie n'importe quoi, n'importe où, puisqu'il y a des sites de publication à peu près partout, et il y a effectivement beaucoup d'études qui ne sont pas de très bonne qualité, malheureusement, sont publiées comme finalement des études de qualité. Voilà. Pour finir, j'avais dit qu'on laisserait la parole à Idrissou et puis on aura fini parce que tout simplement, il sera l'heure, il est déjà l'heure dépassée. Idrissou, je ne sais pas si tu nous reçois. Oui, je vous reçois parfaitement. Ouais. Je ne sais pas si vous aussi vous me recevez. Oui, en fait, je suis Idrissou du Togo. Comme le temps vraiment nous menace, je vais aller directement à ce qui nous a réunis ce jour-là. Donc, je dis, c'est un réel plaisir de prendre part à cette séance de suivi écologie. Donc, il y a eu beaucoup d'expériences que nous avons partagées. Donc, actuellement, je suis stagiaire Master CITES depuis 2021. Mais il faut reconnaître que de 2018 à en février passé, j'étais conservateur d'une réserve de faune au centre du Togo, la réserve de faune d'Abdoulaye, où nous menons pas mal d'activités dans le suivi écologique. Donc, ce suivi écologique, au fait, ce n'est pas un suivi écologique formel, mais les formations que nous avons réussies au niveau de choses, gestion des aires protégées, les MOC, nous permettent de faire quelque chose dont j'avais voulu partager. Donc, nous faisons le suivi des populations d'éléphants, des potamouchères, des buffles, et avec les caméras trappe. Donc, quand j'étais arrivé, on nous parlait de 3 individus d'éléphants. Mais avec le suivi, il s'est révélé avec les caméras trappe que c'est un seul individu d'éléphant qui circule dans les 50 000 hectares environ. Donc, et durant les 4 ans, nous n'avons pas eu une fréquentation d'un troupeau d'éléphants dans l'aire protégée pour visiter le cingleton, ni le cingleton ne s'est déplacé pour rejoindre un autre troupeau d'éléphants, peut-être à Fazao ou bien au Bénin à côté. Donc, ma préoccupation, c'était de voir comment nous allons faire pour seconder ou bien pour assister ce cingleton d'éléphants qui vit seul dans la réserve de faune d'Abdoulaye, qui a un habitat bien protégé, entouré des forêts communautaires de plus de 10 000 hectares. Pardon. Donc, nos caméras nous font savoir que c'est une femelle qui erre seule. Donc, l'historique, c'est que ses parents, ils étaient 3. Ses parents ont été abattus, ont été tués dans les années 98 et il était très petit. Donc, moi, je me dis, avec la petite connaissance que j'ai, peut-être il n'a pas l'idée de l'itinéraire de ses parents pour rejoindre un autre troupeau et peut-être avec les occupations anthropiques, aucun troupeau d'éléphants aussi ne visite l'aire protégée. Donc, je sais qu'il y a des spécialistes des éléphants. Donc, si on pouvait nous assister à renforcer ou bien à accoupler directement cet éléphant, ça nous fera beaucoup plaisir. Je compte vraiment sur mon directeur Emma, qui nous a entretenus en DU 2014, à Geoffroy Mauvais aussi. C'est vraiment un plaisir. C'est juste l'expérience que j'avais voulu partager et ma préoccupation, ça. Merci. Merci, Idrissou. C'est une histoire très triste. Une histoire très triste que tu nous donnes pour finir cette discussion de cet éléphanteux
isolé et esselé à Abdoulaye. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il reste au moins un éléphant à Abdoulaye, mais enfin bon, évidemment, un éléphant, ça fait rien. C'est ça ou rien, c'est pareil. C'est loin, Fazao, c'est loin, le Bénin. Les plus proches éléphants sont loin, du coup, c'est assez normal. Et puis, il faudrait traverser des champs, traverser des villages, traverser. Bon, bref. Donc, bon, on n'a certainement pas la réponse ici. Mais la bonne nouvelle par rapport à notre discussion, c'est que ben, vous avez mis en place le suivi éco, vous avez utilisé des techniques de suivi éco et des technologies pour pouvoir passer d'une information douteuse, qui était ben, il y aurait quelques éléphants, à une information rigoureuse. Il n'y en a qu'un, il n'y en a qu'une même. Donc, les caméras ont bien marché. Elles vous ont permis de voir, de déterminer la population, de déterminer le sexe de cette population. Évidemment, il n'y en a qu'une. Donc, comme quoi, le suivi écologique, ça marche. Alors après, les interventions à faire ou pas faire pour cette femelle, etc., c'est ni simple ni compliqué, mais il faudrait trouver d'autres éléphants ailleurs, les amener, avoir une réserve d'Abdoulaye qui est protégée, ne pas craindre des conflits hommes-éléphants ensuite qui se génèrent, etc. Enfin, c'est un autre débat qu'on ne peut pas ouvrir ici. Mais en tout cas, c'est triste de se dire, parce que l'éléphant, et en particulier une femelle, c'est un animal qui vit en groupe, c'est un animal qui vit en famille, c'est un animal qui a besoin des autres. Et donc, se dire que cette femelle erre dans cette forêt depuis des décennies toute seule, c'est consternant en fait. Mais bon, c'est comme ça. Emmanuel, je ne sais pas, je te laisse le mot de la fin par rapport. Alors, on n'a pas trop parlé de suivi éco, mais enfin, on en a quand même parlé un peu. Je te remercie d'être venu, d'avoir bien voulu nous rejoindre là ce matin. On a d'autres chats régulièrement. On en aura un autre en français, je pense, à la fin novembre. Hein. On en a un en anglais la semaine prochaine, mais on en a d'autres prévus. Et puis voilà, moi j'en profite pour vous remercier d'avoir participé et de suivre nos MOOC. La session prochaine, ça sera mi-janvier probablement, on vous donnera la date, il n'y a pas de souci. Et il y aura évidemment d'autres chats en ligne. Ça, Madeleine gère ça de main de maître, elle vous informe. Vous voyez les pop-up sur la plateforme quand il y a de nouvelles informations, donc vous avez tout ça. Emmanuel, je te laisse la conclusion et peut-être rebondir sur cette histoire togolaise, mais éventuellement conclure ce chat. Merci. Merci bien, Geoffroy. Merci vraiment pour l'initiative qui fait son bon chemin. Et félicitations à Geoffroy et toute l'équipe qui pilote ce MOOC. Et je vais d'abord répondre à la question du collègue Idrissou depuis le Togo. Clairement, il faut féliciter l'équipe d'Idrissou qui, à travers justement l'application de ce qu'il a appris suivi écologique, est arrivé à clarifier un peu le statut c'est pas une population, au moins de cette population, même si aujourd'hui il est démontré que c'est un seul, mais c'est ce qui est recherché justement dans le suivi écologique. Et maintenant que nous avons cette information, si vous regardez un peu la définition qui est donnée du suivi écologique, c'est que ça permet par la suite justement d'ajuster les décisions de gestion, de prendre des mesures correctives pour une meilleure gestion. Et c'est cette préoccupation que Idrissou nous pose. Et clairement, il faut que, normalement, il faut retourner un peu vers les gestionnaires voilà, de la faune au niveau du Togo, au niveau du parc d'Abdoulaye, pour décider exactement de ce qu'il faut faire. Il y a plusieurs possibilités qui pourraient s'offrir pour alléger un peu, parce que comme Geoffroy l'a dit, les autres parcs étant loin, le fait qu'on n'ait pas de corridor pour lier cette réserve-là des autres, donc du coup, d'autres mesures pourraient être envisagées pour surtout le bien-être de cet individu-là, de sorte à ce qu'on puisse envisager des mesures de translocation. Ça, je le dis entre guillemets parce que véritablement, c'est une réflexion qu'il faudra faire autour des objectifs, du résultat, avec un certain nombre d'implications, d'études même complémentaires qu'il faudra faire afin de pouvoir prendre une bonne décision. Mais clairement, il faut féliciter ici l'équipe qui a
clarifier ce statut-là à travers son dispositif qu'il a mis en place pour suivre la faune en général dans cette aire protégée. Il faut, pour revenir un peu, moi je veux sur l'exercice de ce matin, c'est toujours un plaisir pour moi de travailler auprès de tous ces experts. On est tous d'éminents experts, qu'on soit étudiants, professionnels ou voilà, autres acteurs dans ce domaine. On a tous quelque chose qui nous unit en termes de conservation des valeurs, le patrimoine de nos aires protégées. Et je résume un peu en disant que bon, il faut toujours faire un peu la part des choses entre la recherche et le suivi écologique. Et du coup, on est en fonction d'un certain nombre d'objectifs qu'on veut dans le suivi écologique, on évite d'être un peu trop rigoureux, comme si nous sommes dans la recherche. Ce n'est pas toujours les mêmes objectifs. Mais il faut admettre que nos données de suivi écologique peuvent servir à la recherche. Et merci en tout cas à tous pour l'engagement qui est pris dans la gestion des aires protégées dans nos différents pays, dans la sous-région, en Afrique, à travers le monde. Et merci aussi à tous les partenaires qui œuvrent à ce que nous soyons utiles. Nous sommes dans un contexte d'insécurité un peu généralisé dans la sous-région Afrique de l'Ouest et qui ramène du nouveau dans la gouvernance, dans la gestion des aires protégées. Et vivement que nous puissions revoir un peu nos modèles de gestion de sorte à ce que nous intégrons désormais cette nouvelle, ce nouveau facteur qui clairement impacte sur la distribution. Et il n'y a que le suivi écologique qui pourra nous dire clairement qu'est-ce qui se passe. Voilà, merci à tout le monde. Je ferai ce que je pourrais dire. Merci aussi de m'avoir impliqué à cet exercice. Merci et bonne journée. Bonne fête de Toussaint à tout le monde et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci et bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Au revoir. Ciao, ciao.